Même si la dialectique aristotélicienne ne peut pas se confondre avec la philosophie, puisque c'est un exercice intellectuel préparatoire, néanmoins, la dialectique aristotélicienne et la philosophie ont un certain nombre de points communs, voire de points de contact qu'il est important de repérer. Je rappelle la définition de la dialectique, une méthode qui nous rendra capable de raisonner déductivement en prenant appui sur des idées admises sur tous les sujets qui peuvent se présenter, comme aussi lorsque nous aurons nous-mêmes à répondre d'une affirmation, de ne rien dire qui lui soit contraire, autrement dit, la dialectique est une méthode de discussion dont le premier objectif est de mettre à l'épreuve des thèses qui sont soutenues à titre d'opinion, hein, donc ce sont des thèses admissibles, endoxa, et cette méthode doit nous permettre de tenir à la fois le rôle du réfutateur et du répondant, le rôle du réfutateur qui va consister à voir quelles sont les thèses admissibles que le répondant va pouvoir admettre qui viendront entrer en contradiction et donc réfuter sa thèse de départ, et ceci donc en élaborant par lui-même des syllogismes dialectiques qui l'aideront à mener peu à peu son questionnement et à faire admettre à son interlocuteur les thèses qui lui permettront ensuite de le réfuter. Et aussi, donc, la dialectique doit nous permettre de tenir convenablement le rôle de répondant, c'est-à-dire de savoir quels sont les pièges à éviter, les pièges dans lesquels le réfutateur veut nous faire tomber en nous posant certaines questions et en nous amenant à admettre des endoxa, donc des thèses admissibles qui mettront en danger celles que nous avons soutenues au départ, et ceci étant un simple exercice intellectuel, il ne s'agit pas de partir d'un engagement personnel sur une thèse ou sur l'autre, que l'on adopte le rôle du réfutateur ou le rôle du répondant. Autrement dit, lorsque on va répondre à un problème philosophique et lorsqu'on va s'entraîner dialectiquement, eh bien on s'entraînera à défendre aussi bien une thèse que la thèse contraire à partir du moment où tous les deux sont admissibles. Mais que signifie le fait que les prémices des syllogismes dialectiques et donc les thèses aussi et les conclusions de ces syllogismes soient des prémices admissibles, endoxa. Alors, les endoxa, comme nous l'avions déjà vu à la fin de la séance 8, sont des idées admises. Bon, c'est la traduction d'opinions qui sont en nous, hein, c'est-à-dire d'opinions admises, doxa, l'opinion. Donc, sont des idées admises, et donc ces endoxa, ce sont les opinions partagées par tous les hommes, ou par presque tous, ou par ceux qui représentent l'opinion éclairée, et pour ces derniers par tous, ou par presque tous, ou par les plus connus et les mieux admis comme autorités. Et donc, si nous résumons, les opinions admises, ce sont des opinions qui vont être admises, qui peuvent être admises d'une part par les hommes du commun, donc admises ou admissibles, tous les deux peuvent traduire le terme grec endoxa. Donc elles vont être admises par les hommes du commun, soit tous, soit presque tous. Eh bien, nous pourrions prendre l'exemple de
l'identification de ce qu'est le bien pour l'homme, nous pourrions dire que presque tous les hommes du commun vont estimer que le bien est le plaisir. Et donc à ce titre, soutenir que le bien est le plaisir, donc soutenir une position hédoniste dans un entretien dialectique est tout à fait correct. C'est une opinion qui fait partie des endoxa, c'est une opinion admise. Tant que nous n'avons pas élaboré une éthique philosophique comme celle que Aristote tente de faire, et il le fait, il le poursuit assez loin. Donc, tant que l'on n'a pas élaboré une éthique philosophique comme le fait Aristote, par exemple dans l'éthique à Nicomaque, eh bien, admettre ou au contraire refuser ou nier le fait que le bien pour l'homme soit le plaisir n'est qu'une opinion admise. Ensuite, les autres types d'opinions admises, ce seront des opinions admises ou donc admissibles par les savants, donc soit tous, soit presque tous, soit les plus connus, soit ceux qui ont le plus d'autorité. Les opinions des savants vont parfois venir entrer en contradiction avec les opinions des hommes du commun, et à ce moment-là, on va considérer que ces opinions ou ces endoxa sont des paradoxes. Donc, nous voyons dans ce catalogue de ce que sont les endoxa, donc les opinions admises, qui peuvent constituer soit des thèses, soit des prémices pour l'entretien dialectique, eh bien, on va considérer que, par exemple, l'opinion d'un non-spécialiste, donc qui fait partie des hommes du commun minoritaires, ne sera pas considérée comme une prémisse dialectique ou de fait aussi rhétorique valable. Et pour Aristote, par exemple, il existe des opinions dont il ne faut même pas discuter. Par exemple, faut-il ou non respecter ses parents? Et ce type d'opinion ne fait pas partie des endoxa et donc ne pourra faire partie ni des problèmes dialectiques, ni des thèses soutenues, ni des prémices approuvées lors d'un entretien dialectique. Mais nous voyons également que même chez les spécialistes, pour Aristote, une opinion minoritaire de quelqu'un qui ne fait pas autorité n'est pas considérée comme admissible. Et donc, elle ne fera, elle non plus, ni l'objet d'une discussion dialectique, ni d'une tentative de persuasion. Nous voyons donc que les endoxa, ce n'est pas la totalité des opinions admises par n'importe qui, même les excentriques et les marginaux, mais que ces opinions donc admissibles définissent un cadre commun de discussion. C'est l'ensemble des opinions qui pourront faire l'objet de discussions ou de discours publics et qui excluent les autres. À l'opposé, un raisonnement n'est plus dialectique mais sophistique s'il répond aux deux conditions suivantes ou à l'une des conditions suivantes. Par exemple, s'il s'appuie sur des opinions qui sont admissibles mais seulement en apparence, c'est-à-dire lorsque un sophiste s'arrange pour faire admettre à son interlocuteur quelque chose qui en fait est inadmissible mais qui a l'air d'être admissible. Ou alors, nous sommes face à un sophisme lorsque le raisonnement qui est tenu n'est pas un véritable syllogisme, n'est pas une véritable déduction, donc n'est qu'un syllogisme apparent, et ceci pourquoi? Parce que les règles
logiques de la formation des syllogismes n'ont pas été respectés, et donc nous sommes face soit à une erreur de raisonnement, soit à un sophisme intentionnel, par exemple, lorsqu'on essaye de vous convaincre à partir d'une pétition de principe. Et de fait, on peut dire que les sophismes peuvent être de trois sortes. Soit ils vont s'appuyer sur des prémices acceptables, donc admissibles, acceptables étant donné la doxa commune, étant donné le monde commun de croyance. Mais à partir de ces prémices acceptables, ils vont développer une conclusion qui de fait ne découle pas réellement de ces prémices parce qu'il y a un vice de raisonnement. Donc il ne s'agit que d'un syllogisme apparent. Soit ces sophistes s'appuient sur des prémices qui sont apparemment simplement admissibles et en déduisent de façon concluante donc une conclusion, mais une conclusion qui de fait ne pourra même pas faire partie des endoxa, puisqu'elle découle de prémices qui, elles, n'en font pas partie. Ou alors, on pourrait avoir le cas de sophismes qui sont construits à partir de prémices apparemment admissibles, mais qui, en plus, à partir de ces prémices, développent un raisonnement qui n'est une déduction que de façon apparente, c'est-à-dire qui présente un vice de raisonnement quelconque. À l'opposé, le syllogisme dialectique, celui qui va mener la discussion, lui va s'appuyer à la fois sur des prémices admissibles, donc soit par tous, soit par presque tous, soit par des savants, soit qui ce soient tous les plus célèbres, etc. Donc, le syllogisme s'appuiera sur des prémices admissibles et, à partir de ces prémices, va en tirer une conclusion qui suit les règles de la logique, les règles du syllogisme. Mais dans la mesure où les prémices ne sont qu'admissibles, c'est-à-dire que nous les admettons comme vraies, mais nous ne sommes pas certains de leur vérité, nous ne possédons pas la connaissance qui nous ferait connaître qu'elles sont vraies et nécessairement vraies, et donc, dans la mesure où les prémices sont admissibles, la conclusion qu'on tirera de ces prémices, elle aussi, sera admissible. D'autre part, la définition de la dialectique la définit comme une méthode qui nous rend capables d'examiner tous les sujets. Il est en effet possible, même pour celui qui ne connaît pas le sujet en question, de procéder à la mise à l'épreuve de celui qui ne le connaît pas non plus, pour peu que ce dernier concède sur la base non pas de ce qu'il sait ni des principes propres, mais des conséquences, lesquelles sont d'une nature telle que rien n'empêche celui qui les connaît de ne pas connaître la science. Dans ce passage des réfutations sophistiques, puisque nous pouvons dire que les deux grands ouvrages aristotéliciens consacrés à la dialectique sont les topiques et les réfutations sophistiques qui indiquent comment repérer les sophismes de sorte à se dégager des sophismes dans une discussion, c'est-à-dire que si on est face à un réfutateur, par exemple, qui ne joue pas le jeu dialectique ou qui ne sait pas le jouer et qui cherche à vous engager, par exemple, dans un syllogisme simplement apparent, donc dans un raisonnement vicié, alors à ce moment-là, dans la mesure où on aura lu et assimilé les réfutations sophistiques, on saura dénoncer le sophisme et donc se tirer de ce mauvais pas. Donc c'est
est au début des réfutations sophistiques qu'Aristote explique pourquoi, par la dialectique, nous nous rendons capables de discuter de tous les sujets, alors même que nous ne possédons pas la connaissance du domaine en question. Car si nous possédions la connaissance du domaine en question, nous ne serions pas dans un syllogisme dialectique, mais dans un syllogisme scientifique, dans une démonstration. Et donc, comment, malgré le fait que nous ne possédions pas la connaissance sur le sujet déterminé en question, pouvons-nous néanmoins nous engager dans une discussion et nous y engager de façon rationnelle, de façon admissible en quelque sorte? Eh bien, ici, Aristote explique très bien comment, c'est-à-dire que même si nous ne connaissons pas, ou même si l'interlocuteur n'a pas de connaissance des principes propres, les principes propres, il s'agit des principes propres au domaine dont il est question dans la discussion, donc des principes propres à la science, néanmoins, nous allons pouvoir discuter du sujet en nous appuyant non pas sur les principes propres de la science, mais sur les conséquences de la thèse qui est à l'œuvre, la thèse qui est mise sur le tapis, qui fait l'objet de la discussion. Car aux conséquences de la thèse, tout le monde peut avoir accès. Autrement dit, on peut trouver des conséquences de la thèse auxquelles n'importe qui, même ceux qui ne possèdent aucune connaissance du domaine déterminé, pourront avoir accès. Et c'est le fait qu'il existe un certain nombre de conséquences accessibles à tous qui fait que tous seront en quelque sorte autorisés à discuter de façon dialectique de ce sujet, tout en sachant que cela n'aboutira jamais à des opinions dont on peut connaître la vérité de façon scientifique, mais des opinions qui sont simplement des opinions admissibles, on pourrait dire, qui font partie du cercle des opinions non pas scientifiques dont la vérité est certaine, mais des opinions raisonnables que l'on peut raisonnablement partager. Pourquoi? Parce que ce sont elles qui font l'objet d'une discussion rationnelle, même si celle-ci ne mène pas à une connaissance scientifique. Et les circonstances actuelles nous donnent par exemple l'occasion de vérifier cette formule d'Aristote. Par exemple, nous sommes tous préoccupés actuellement par les tests concernant le Covid-19, mais aussi par les traitements concernant le Covid-19. Et tout le monde, on a pu constater que dans le débat public, tout le monde s'est mis à discuter de tel ou tel traitement dont on attendait, dont on attend peut-être des succès. Bon, en tout cas, des personnes qui n'ont pas de connaissances en médecine ou qui ne font pas partie du domaine des épidémiologistes se sont mis à discuter sur la validité de tel ou tel traitement. Il est bien évident que si l'on veut discuter de façon rationnelle à partir des connaissances que l'on a, on ne va pas pouvoir discuter de cela à partir des principes propres, c'est-à-dire des principes propres de la médecine et de cette spécialité restreinte de la médecine qu'est l'épidémiologie, mais on va entreprendre une discussion. Alors peut-être à partir des conséquences, peut-être une discussion uniquement sur les réussites ou les échecs empiriques, ce que tout le monde peut comprendre en principe, même si on
très peu de personnes, ou enfin disons un nombre beaucoup plus inférieur de personnes pourra comprendre le processus biologique exact qui fait que tel traitement réussit ou tel traitement ne réussit pas. Donc on s'autorise à en discuter à partir de l'accès que l'on peut avoir ou qu'on n'a pas, enfin peut-être pas encore actuellement, aux résultats de ce traitement, par exemple. Mais on pourrait ajouter également que, par exemple, un philosophe ou disons une personne ayant une culture générale un peu plus précise va pouvoir discuter d'un tel sujet alors même qu'il ne possède pas les principes propres de la science. Donc va pouvoir en discuter en remontant non pas aux principes propres de la science en question, mais à des principes beaucoup plus généraux. Par exemple, lorsque certains vont discuter de la méthodologie scientifique qui a été ou non adoptée dans certaines études, eh bien c'est un argument que l'on va pouvoir comprendre à partir d'une certaine culture générale, alors même qu'on ne possède pas la connaissance des principes propres à cette science. Mais donc, c'est parce que on va pouvoir aborder un sujet à partir, donc tenons-nous-en à ce que nous dit ici Aristote, c'est-à-dire ici aux conséquences, donc à partir des conséquences que l'on va être, par la dialectique, capable d'examiner tous les sujets, de discuter de tous les sujets, mais en ayant conscience que c'est une discussion qui nous ouvre sur le domaine de ce qui est admissible et non pas sur le domaine de ce qui est vrai de façon scientifique au sens aristotélicien, c'est-à-dire vrai de telle sorte que nous ayons une connaissance de sa vérité. Et donc, à partir de cette méthode de discussion qui ne s'engage pas dans les principes propres de chaque domaine, mais examine les conséquences, il est donc par suite évident que la péirastique n'est la connaissance de rien de déterminé. C'est aussi pourquoi elle porte sur toute chose, car toutes les disciplines utilisent également certains principes communs. Et donc la péirastique, nous avions vu que c'est une façon de caractériser la dialectique, c'est le fait peirein de mettre, peirao de mettre à l'épreuve, d'éprouver une thèse. Donc la péirastique n'est la connaissance de rien de déterminé, et alors que dans le passage précédent, Aristote justifiait du fait qu'il était possible de discuter d'un sujet sans connaître les principes propres de la science à partir du fait que nous pouvons discuter des conséquences de la thèse à partir du moment où elles nous sont accessibles. Ici, Aristote montre comment la discussion également va pouvoir avoir lieu parce que toutes les sciences utilisent certains principes communs. Ces principes communs, ce sont par exemple donc les axiomes. Les axiomes, donc le principe de non-contradiction ou le principe du tiers exclu. Et c'est à partir de ces principes communs à toutes les sciences que nous allons pouvoir user d'eux dans la discussion pour mettre à l'épreuve des thèses déterminées. Donc on voit que la dialectique est une méthode de discussion qui, par elle-même, n'aboutit pas à la connaissance scientifique, mais néanmoins c'est une méthode de discussion rationnelle car elle va s'appuyer sur les principes communs à toutes les sciences, qui sont des principes logiques, alors même qu'elle
ignore les principes propres, ou en tout cas, certes peut-être que euh, des individus qui ne sont pas ignorants de tel domaine peuvent s'engager dans une discussion dialectique, mais lorsqu'ils s'y engagent dans une discussion dialectique, ils ne vont pas pouvoir le faire comme ils le feraient entre spécialistes, c'est-à-dire en utilisant des connaissances très précises propres à leur domaine. Ils vont devoir le faire en utilisant des principes beaucoup plus généraux, des principes accessibles à tous, hein, donc des principes communs ou des conséquences accessibles à tous. Donc, au-delà du syllogisme scientifique, de sa rigueur et de toutes ses exigences, le syllogisme dialectique est ce qui va permettre la discussion, mais une discussion qui, par elle-même, est rationnelle. Mais alors, nous voyons que la dialectique a cette caractéristique d'être universelle, de pouvoir porter sur toutes les disciplines. Or, n'est-ce pas là un trait qui la rapproche étrangement de la philosophie? Autrement dit, n'y a-t-il pas une relation entre la dialectique et la philosophie pour Aristote, puisque, de fait, il les distingue. La philosophie est du domaine de la science, de la connaissance, donc en principe, elle devrait aboutir à des syllogismes scientifiques. La question se pose de savoir si c'est réellement ce à quoi Aristote est arrivé dans les domaines qu'il a explorés, bon, mais c'est une autre question, mais dans l'idéal, donc la philosophie en tant que connaissance devrait aboutir à des syllogismes scientifiques, ou tout au moins à des résultats qui pourraient s'exprimer par des syllogismes scientifiques. Et donc à ce titre, la philosophie ne peut pas se contenter uniquement d'opinions admissibles. Mais pour autant, dans la mesure où la philosophie, elle aussi, a une vocation universelle, une vocation à s'intéresser à tous les sujets, n'y a-t-il pas une forme de connexion entre la dialectique et la philosophie? Donc, comme nous le disions, la dialectique est une discipline universelle, mais c'est aussi le cas de la philosophie. Aristote le dit au livre Gamma 4 de la métaphysique, le philosophe doit être capable de spéculer sur toute chose. Et Aristote continue, si en effet ce n'est pas là l'office du philosophe, qu'est-ce qui examinera si Socrate est identique à Socrate assis? Si une seule chose a un seul contraire, ce qu'est le contraire, en combien de sens il est pris, et de même pour les autres questions de ce genre. Donc, le philosophe est celui qui, par exemple, va distinguer la substance de l'accident, Socrate, hein, la substance, et l'accident, par exemple, ici, l'action, et Socrate est assis. Et c'est le philosophe qui va également examiner les grands principes logiques, hein, qu'est-ce qu'un contraire, qu'est-ce qu'une contradiction, enfin tout ce que nous avions vu dans un certain nombre de séances précédentes. Or, lorsque le philosophe examine ces grands principes, définit ces grandes notions, il le fait pour toute chose, évidemment. La définition, par exemple, de ce qu'est une contradiction, elle vaut pour tous les domaines où on peut formuler une contradiction, donc de fait, pour tous les domaines. Donc, le philosophe a la capacité de penser tous les sujets. La philosophie a une vocation universelle. Or, qu'est-ce qui
est le plus universel de tous les sujets, c'est évidemment l'être. Et donc, la philosophie a pour vocation d'étudier l'être en tant qu'être, puisque tout ce que l'on est capable de penser, c'est ce qui est. Donc l'être en tant qu'être possède aussi certains attributs propres, et c'est relativement à ces propriétés qu'il appartient aux philosophes de rechercher le vrai. Donc là, c'est une des définitions de la philosophie qui ensuite recevra ce nom de métaphysique que nous trouvons au livre Gamma de la métaphysique. Donc le philosophe est celui qui va être capable d'étudier l'être, en particulier l'être en tant qu'être. Alors, que veut dire ici cette expression qui peut sembler abstraite? Eh bien, ici, nous pouvons nous renvoyer au fait que l'être se dit en une multiplicité de sens, comme nous l'avions déjà vu, et dégager la multiplicité des sens de l'être, c'est l'œuvre du philosophe. Et la multiplicité des sens de l'être, eh bien, c'est par exemple l'être qui se dit selon les catégories qui distinguent la substance de l'accident, et l'accident lui-même pouvant se déterminer en les diverses catégories, la qualité, la quantité, la relation, etc. Donc, la philosophie a, comme la dialectique, une vocation dans la mesure où elle étudie l'être et ses différents sens, donc dans la mesure où elle étudie l'être en tant qu'être, a vocation à être universelle comme l'est la dialectique. Les dialecticiens et les sophistes, qui revêtent le masque du philosophe, car la sophistique a seulement l'apparence de la philosophie et c'est aussi le cas de la dialectique, disputent de tout sans exception, ce qui est commun à tout, c'est l'être. Donc, aussi bien les dialecticiens que les sophistes qui prennent l'apparence de la philosophie discutent de l'être. Mais comme donc c'est réellement un point commun entre ces trois pratiques, la dialectique, la philosophie et la sophistique, mais néanmoins nous pouvons voir dans ce passage que Aristote signale que non seulement la sophistique a l'apparence de la philosophie, mais aussi la dialectique. La dialectique, dans la mesure où elle nous rend capables de discuter de tout, a l'apparence de la philosophie, est une sorte d'illusion de philosophie. Donc pour Aristote, ce n'est pas parce que l'on est capable de parler de tout, d'aligner des raisonnements vraisemblables, admissibles sur toute chose, qu'on est un philosophe. Non, pour lui, le philosophe est celui qui ne se contente pas d'opinions admissibles pour produire des arguments vraisemblables, mais c'est celui qui va rechercher la vérité qui s'appuie sur des principes vrais, dont on connaît la vérité, est nécessairement vrai, et qui à partir de ces principes va arriver à des conclusions qui elles aussi seront vraies. Et donc, à ce titre, la dialectique peut se donner l'apparence de la philosophie, mais elle ne peut pas se confondre avec la philosophie elle-même. La dialectique
se contente d'éprouver le savoir là où la philosophie le produit positivement. Mais n'est-il pas besoin, pour le philosophe, dans un premier temps, avant de repérer quelles sont parmi tous les prémices possibles, celles qui sont vraies et nécessairement vraies, ne lui est-il pas nécessaire, dans un premier temps, d'éprouver les différentes thèses? Eh bien, c'est effectivement ce que fait Aristote très souvent au début de ses ouvrages, par exemple au début de l'Éthique à Nicomaque, ou même au début de la physique, mettre à l'épreuve les thèses des prédécesseurs pour chercher à voir ce qui, dans ces thèses, donc dans ces endoxa, peut être vrai. Et lorsqu'il le fait, il le fait en utilisant l'outil de la dialectique. Mais aussi, nous avons déjà rencontré un usage de la dialectique au cœur même de la philosophie, lorsque nous avions vu justement dans ce livre Gamma comment Aristote cherchait à aborder l'axiome le plus commun de tous, le principe de non-contradiction. En tant qu'axiome, nous avions vu que ce principe ne peut pas être démontré puisque c'est lui qui est à l'origine de la possibilité de toute démonstration. Mais néanmoins, Aristote arrivait à le discuter, c'est-à-dire et estimait que même si on ne peut pas le démontrer à proprement parler, on peut réfuter un adversaire qui chercherait à le nier. En effet, pour Aristote, certains philosophes ont nié le principe de non-contradiction, par exemple Héraclite, par exemple Protagoras. Et donc, en fin de compte, dans son argumentation visant à réfuter un adversaire qui chercherait à nier le principe de non-contradiction, ce que fait Aristote dans ses passages du livre Gamma de la métaphysique, c'est bien d'utiliser une technique qui est une technique dialectique, mais il le fait au service de la philosophie. Non pas que la dialectique puisse par elle-même démontrer une vérité philosophique, mais au moins elle peut permettre parfois de la faire comprendre. Et donc, même si la dialectique ne se confond pas avec la philosophie puisqu'elle s'en tient à ce qui est simplement admissible, néanmoins, elle est un préalable nécessaire à la philosophie. Elle ouvre l'espace de la discussion rationnelle, et en particulier l'espace de la discussion commune, qui est importante pour déterminer ce qui est recevable au niveau moral et au niveau politique. Et c'est à partir de celle-ci, de la discussion rationnelle, que le philosophe, mettant à l'épreuve les vérités, va pouvoir déterminer quels sont les principes nécessaires et nécessairement vrais sur lesquels il va pouvoir s'appuyer.